Bonjour tout le monde. Après avoir vu donc une première partie d'introduction à l'imaginaire de la Renaissance, qu'est-ce qu'on en retient, comment on croit connaître un peu la période ou en avoir une vague idée et comment au fond on la méconnaît assez globalement et, et à travers ça déjà un peu poser les jalons des spécificités, de la complexité, des contradictions de cette époque comme de toute autre. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur l'histoire même de la notion de Renaissance. Donc la Renaissance, histoire d'une notion. Pendant longtemps, donc, écrit Le Pelletier dans Michelet et la Renaissance de Lucien Febvre, donc le livre, le compte-rendu de ce livre de l'historien Lucien Febvre sur cet autre grand historien de la Renaissance, du 19e siècle qui, quelque part, introduit la nouvelle notion de la Renaissance telle qu'on va l'entendre. Il écrit « Pendant longtemps, la Renaissance n'exista pas. Il fallut en effet attendre le 19e siècle pour que cette notion se mit à représenter un vaste mouvement culturel qui aurait débuté au XIVe siècle en Italie et qui serait ensuite passé en France à la fin du XVe siècle. Donc avec déjà un grand décalage, puisque c'est surtout au XVIe en France qu'on va parler pleinement de Renaissance. Donc il y a un décalage presque de 2 siècles entre les premières expressions italiennes et les expressions plus pan-européennes. Mouvement qui correspondrait donc, selon le nouveau sens qu'on donne au XIXe siècle, mouvement qui correspondrait à un renouveau éclatant des lettres et des arts antiques, à l'éclosion d'une nouvelle vision du monde, de l'homme et de l'univers, ainsi qu'au développement de l'individualisme. Une telle caractérisation est toutefois fort contestable et les spécialistes ne cessent depuis lors de se disputer sur les dates, les causes et les caractères essentiels de la Renaissance. Donc c'est déjà intéressant de voir que c'est un terme qui intervient plusieurs siècles après le phénomène comme tel. Le concept, donc là c'est Lucien Febvre dans son livre, Comment Jules Michelet inventa la Renaissance, son article. Le concept de Renaissance, ce concept promis à de si durables destinées, le concept de Renaissance qui s'impose à nous si fortement qu'on pourrait former toute une bibliothèque avec les seuls ouvrages qui ont été écrits pour le rajuster à chaque instant de son existence sur la réalité mouvante de l'histoire, ce concept est né en France il n'y a pas bien longtemps, un siècle tout au plus. Lucien Febvre écrit d'ailleurs à la moitié du XXe siècle. Certes, nous n'oublions pas qu'avant le milieu du XIXe siècle, le mot de Renaissance se rencontre ici et là, sporadiquement sous des plumes diverses. Mais il s'agit toujours dans ce cas de la renaissance de quelque chose, le plus souvent des lettres ou des arts. Il ne s'agit jamais de la Renaissance tout court, avec un R majuscule, de cette glorieuse période de l'histoire de l'Occident où, nous dit-on, tout ressuscite à la fois. Les arts sans doute et les lettres, mais aussi les sciences, la cosmographie, la géographie, l'anatomie, les sciences naturelles. Et encore, la foi chrétienne revêtant des formes nouvelles. Et aussi l'activité économique, la richesse d'un siècle qui voit doubler son stock d'or, découpler son stock d'argent, et finalement la conception même que se font du monde, de la vie, de la destinée humaine, les Occidentaux. Bien ou mal choisi, le mot qui désignera toutes ces transformations matérielles et morales, esthétiques ou économiques, n'entre vraiment dans l'usage français qu'à partir de 1850. Ainsi, chose surprenante, il n'y a pas un siècle que cette notion dont nous ne saurions plus nous passer, semble-t-il, s'est définie agressivement par rapport au Moyen Âge, qui lui-même ne représente qu'une construction récente. Singulière puissance des mots que l'histoire invente, mais sitôt inventés, ils lui échappent, ils courent leur fortune, ils connaissent leur destin. Dans un cours célèbre, inauguré le 2 décembre 1839, Michelet créait la Renaissance et il la définissait. Donc c'est Michelet qui parle. L'aimable mot de Renaissance ne rappelle aux amis du beau que l'avènement d'un art nouveau et le libre essor de la fantaisie.
Pour l'érudit, c'est la rénovation des études sur l'Antiquité. Pour le légiste, le jour qui commence à luire sur le discordant chaos de nos vieilles coutumes. Est-ce tout? À travers les fumées d'une théologie batailleuse, l'Orlando, donc le Roland furieux d'Arioste, les arabesques de Raphaël, les ondines de Jean Goujon, un des artistes qui incorporent la Renaissance maniériste en France, amuse le caprice du monde. Trois esprits fort différents, l'artiste, le prêtre et le sceptique, s'accorderaient volontiers à croire que tel est le résultat définitif de ce grand siècle. Ces esprits trop prévenus ont seulement oublié deux choses, petites en effet, qui appartiennent à cet âge plus que tous ses prédécesseurs. La découverte du monde, la découverte de l'homme. Le XVIe siècle, dans sa grande et légitime extension, va de Christophe Colomb à Copernic, de Copernic à Galilée, de la découverte de la Terre à celle du ciel. L'homme s'y est retrouvé lui-même, pendant que Vessal, donc grand anatomiste qui fait justement des dissections, des autopsies, et Miguel Servet, lui aussi qui théorise la circulation du sang, lui ont révélé la vie. Par Luther et par Calvin, par Dumoulin et Cujas, par Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, il s'est pénétré dans son mystère moral. Il a sondé les bases profondes de sa nature. Il a commencé à s'asseoir dans la justice et la raison. Les douteurs ont aidé la foi, et le plus hardi de tous a pu écrire au portique de son temple de la volonté, « Entrez, confonde la foi profonde ». Profonde, en effet, est la base où s'appuie la nouvelle foi, quand l'Antiquité retrouvée se reconnaît identique de cœur à l'âge moderne. Lorsque l'Orient entrevu tend la main à notre Occident, et que dans le lieu, dans le temps, commence l'heureuse réconciliation des membres de la famille humaine. Donc on voit que dans ces premier article, donc dans cette introduction à son cours, qui deviendra un ouvrage sur la Renaissance, il y a comme un nouveau mythe qui se crée, un mythe des romantiques français, qui se crée par rapport à cette période déjà très ancienne, où il y a tous ces éléments, et je vous invite à relire la citation, parce que tous ces éléments sont très importants pour la suite. Michelet n'a pas créé un mot. Michelet a créé une notion historique, la notion d'une phrase à comprendre et à définir d'une phase. C'est important, la notion d'une phase à comprendre et à définir de l'histoire humaine d'Occident. La création lente et l'adoption progressive d'une conception révolutionnaire de l'homme et du monde, de la place de l'homme dans un univers élargi et approfondi tout à la fois. Il l'a créée parce qu'elle répondait à l'exigence de son histoire. Dans ce nom banal, il a versé toute sa foi ardente et immuable en l'immortalité. Donc ça, c'est par rapport à Michelet. Et Lucien Febvre s'intéresse à savoir pourquoi Michelet théorise-t-il la Renaissance en 1839. Alors d'un côté, il fait appel à la biographie et il dit « Toute sa détresse au lendemain d'un deuil qui l'accablait, il venait de perdre sa première femme, toute son espérance au début d'une passion qui le ressuscitait. » Donc sa nouvelle compagne, Madame du Mesnil. Parallèlement, lui, qui avait mis tant d'espoir dans la Révolution de Juillet en 1830, détestait de plus en plus la France de Guizot et, il cite, de la banque des gros propriétaires et de gros industriels qui, pour comble de faiblesse, avaient été chercher secours dans le parti du prêtre. Il rêvait, là aussi, d'un renouveau, cette fois-ci politique. Cet entremêlement de la subjectivité exaltée par le romantisme et l'histoire comme résurrection du passé était en effet permanent chez Michelet, qui en faisait sa méthode. L'histoire, je cite, est une violente chimie morale où mes passions individuelles tournent en généralité, où mes généralités deviennent passions, où mes peuples se font moi, où mon moi retourne animer les peuples. Il s'adresse à moi pour que je les fasse vivre. Donc là, on a vraiment une conception totalement romantique de l'historiographie, de l'écriture de l'histoire. Et on sait que Michelet, par ailleurs, étudié entre autres par Roland Barthes, a été un des grands écrivains du romantisme. Donc, chez lui, l'écriture de l'histoire devient véritablement aussi recréation, création. Donc ça aussi, ça va marquer la représentation de la Renaissance. Selon cette même logique,
après avoir passé des années à écrire une monumentale histoire de la France médiévale, Michelet en vient à détester son crépuscule sanglant du Moyen Âge sur lequel il projette l'amertume pour son époque. Et là, encore une fois, c'est important de voir qu'à chaque fois, les historiens sont aussi en train d'écrire sur leur propre époque. Alors, ça ne veut pas dire un relativisme absolu, puisqu'on ne peut pas écrire n'importe quoi en histoire, mais ça veut dire qu'il faut aussi tenir compte de ce dialogue inévitable entre le présent et le passé. Dans le Moyen Âge de Michelet, de son ouvrage Pour un autre Moyen Âge, Le Goff étudie son adoration pour le Moyen Âge et son revirement postérieur selon une convergence de plusieurs facteurs. Erreur de jeunesse, influence des tentatives d'imitation gothique de Chateaubriand et de Victor Hugo, révélation due à la découverte des écrits de Luther qui lui aurait fait rejeter le Moyen Âge et surtout son anticléricalisme croissant tout au long de la monarchie de Juillet. Et Lucien Febvre écrit « Michelet s'exténue à travers le désert bourgeois. Brusquement, il arrive au règne de Charles VIII, aux guerres d'Italie. Toute l'Italie est son bonheur de vivre une vie belle, exaltante, désintéressée, une vie noble qu'embellissent les soins de l'esprit. Alors le mot jaillit, renaissance, un renouvellement total de la vie, un bien-être, une espérance, des faces d'hommes qui ne contemplent plus avec laideur ce déclin, cette agonie cruelle du Moyen-Âge, mais qui se tournent rayonnantes vers l'avenir. Il l'a dit lui-même dans un de ces raccourcis puissants dont il a le secret, la Renaissance, c'est la Renaissance du cœur. La Renaissance de Michelet fut donc une négation du Moyen-Âge, rupture de la tradition, tabula rasa, ou, si l'on préfère, miracle, le jet héroïque d'une immense volonté. Alors, c'est très curieux, donc, cette opposition qui se joue un peu en stéréo à deux périodes, puisque, comme on verra, il y avait chez les gens qui ont vraiment vécu ce que nous, on appelle la Renaissance, chez les humanistes, il y avait quelque chose du rejet de ce qu'ils vont appeler, eux, les premiers, une sorte d'âge des ténèbres, un âge moyen. Mais chez Michelet, ça se rejoue du point de vue de la réécriture de l'histoire. Et dans son introduction, Michelet va créer donc cette opposition très forte. L'état bizarre et monstrueux, je cite, prodigieusement artificiel qui fut celui du Moyen-Âge, n'a d'argument en sa faveur que son extrême durée, sa résistance obstinée au retour de la nature. La féodalité, voyez comment elle tient dans la terre, et le clergé, c'est bien pis. Nul coup ni serre, nulle attaque ne peut en venir à bout. Frappé par le temps, la critique et le progrès des idées, il repousse toujours en dessous par la force de l'éducation et des habitudes. Ainsi dure le Moyen-Âge, d'autant plus difficile à tuer qu'il est mort depuis longtemps. Pour être tué, il faut vivre. Le Moyen-Âge agonise au XVe et XVIe siècle, quand l'imprimerie, l'Antiquité, l'Amérique, l'Orient, le vrai système du monde, ces foudroyantes lumières, convergent leurs rayons sur lui. La révolution du XVIe siècle rencontra une mort incroyable, un néant, et partit de rien. Elle fut le jet héroïque d'une immense volonté. Génération trop confiante dans les forces humaines qui font la grandeur du XIXe siècle, venez voir la source vive où le genre humain se retrempe, la source de l'âme, qui sent que seule elle est plus que le monde et n'attend pas du voisin le secours emprunté de son salut. Le XVIe siècle est un héros. Donc là, vous voyez qu'on est dans la magnification totale, dans la mythification d'une période par opposition à l'autre période qui est celle du Moyen-Âge. On est dans quelque chose de très manichéen, d'opposition très violente du point de vue rhétorique et stylistique. Le Moyen-Âge devient une sorte de mort-vivant et la Renaissance, qui pour Michelet est surtout donc qui l'intéresse, c'est la Renaissance française, donc celle tardive du XVIe siècle, est totalement héroïcisée. Son cours de 1840 s'intitule significativement « La victoire de l'homme sur Dieu », tandis que sa leçon de 41, « Éternelle Renaissance », qui jette les bases des caractéristiques de la Renaissance, notamment l'image de l'Italie
complètement mythifiés aussi, font passer la Renaissance pour une harmonie presque cosmique. Ainsi, écrit Fèvre, la Renaissance, cette étiquette, devient-elle à son tour une réalité qui s'oppose au Moyen Âge, l'affronte et le détruit, mais aussi détermine, dans une large mesure, notre façon de concevoir le Moyen Âge. Et ça, c'est important parce qu'au fond, quand Michelet théorise la Renaissance, il est aussi en train de théoriser le Moyen Âge. Et que quand on parle de Renaissance, et ça va être un des débats autour de la Renaissance, en fait, ce qu'on est toujours en train de faire, c'est, à contrario, de opposer la période dite de la Renaissance à la période à laquelle elle succéderait et à laquelle elle s'opposerait radicalement, ce qui est beaucoup plus compliqué, comme vont le montrer les historiens pendant tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours. Cette double articulation, donc théoriser la Renaissance et inévitablement théoriser le Moyen-Âge comme son contre-modèle, va triompher durablement. 20 ans après Michelet, c'est Jacob Burckhardt qui va écrire le grand livre, La civilisation de l'Italie, de la Renaissance en Italie, et qui va vraiment consolider, cristalliser la vision qu'on va avoir de la Renaissance pratiquement jusqu'à nos jours. Je cite Talon dans l'Europe de la Renaissance, Michelet et Burckhardt ont vu dans la période qui nous intéresse la naissance du monde moderne. Elle serait marquée par l'avènement de la conscience individuelle, de la rationalité critique, de l'État bureaucratique, de l'homme comme valeur ultime de la société, etc. Plus que tout autre livre, La civilisation de la Renaissance en Italie de Burckhardt, en 1860, a développé ce mythe de la Renaissance encore bien vivant aujourd'hui. La redécouverte de l'Antiquité latine puis grecque aurait sapé la civilisation médiévale en substituant l'homme à Dieu, la raison à la foi, la conscience individuelle à la hiérarchie ecclésiastique. Cette révolution copernicienne, d'ailleurs Copernic, c'est le terme qu'on utilise pour quelque chose qui est une révolution totale, et Copernic lui-même étant une des figures de la Renaissance. La révolution copernicienne s'identifie à la modernité, que l'on trouve à l'œuvre dans le domaine artistique, intellectuel, mais aussi technique ou politique. La Renaissance n'est plus seulement un phénomène strictement culturel, la réappropriation de l'héritage antique, elle concerne tous les aspects de la société européenne qui connaît alors une gigantesque mutation et s'extirperait d'un ordre médiéval millénaire. Une telle vision domine encore l'imaginaire de nos contemporains quand on parle de la Renaissance, mais elle ne rencontre plus l'assentiment des historiens depuis longtemps. Donc, encore une fois, le décalage entre vision, l'imaginaire culturel d'une époque et les représentations des historiens. Mais cette idée de l'opposition entre une Renaissance et un Moyen-Âge est-elle purement une création de l'historiographie moderne? En fait, elle remonte aux humanistes italiens, comme je l'avais avancé. Ceux-ci inventèrent à la fois en un même mouvement la rinascita, ou la renaissance des savoirs, des lettres et des arts, et le repoussoir dramatique du Moyen-Âge, ce trop longtemps de ténèbres barbares, censé avoir suivi l'Antiquité gréco-romaine, et auquel Giovanni Andrea Bussi donne dans une lettre de 1469 le nom de Media Tempestas, qui deviendra plus tard temps intermédiaire, Medium Aevum, Moyen-Âge. Donc, quand on parle de Moyen-Âge, à partir de la Renaissance même, donc c'est juste Lipse qui utilise Medium Aevum en 1596, c'est le temps qu'il y a au milieu, entre d'un côté l'Antiquité et de l'autre l'époque où les humanistes écrivent, l'époque qu'ils considèrent de renaissance, rinascita, de l'art et la pensée antique. Pétrarque propose le premier une vision inédite de l'histoire, je cite Van Ekfelen. Au temps ancien de l'Antiquité gréco-romaine, lumineux de savoir et de sagesse, avait succédé un temps de ténèbres, barbares et ignorants. Advenait désormais,
un temps nouveau qu'il appelait de ses voeux tout autant qu'il le chantait, et qui, par l'étude des œuvres anciennes, verrait, selon le poète, sans nul doute refleurir la civilisation et la culture. Cette vision transpose et légitime dans une reconfiguration de l'histoire humaine, au sens romanocentrique, puisque c'est vraiment centré sur l'Empire romain, qui n'était pas juste occidental au sens contemporain, puisque c'était un empire qui était aussi largement oriental et africain, mais quand on parle à ce moment-là de l'histoire humaine, de l'histoire de l'humanité, on est vraiment en train de suivre les précédents de l'Antiquité et de la romanité. Donc cette vision transpose et légitime, dans une reconfiguration de l'histoire humaine, un double mouvement. D'un côté, l'autocélébration fondationnelle de l'activité même des humanistes, qui sont consacrés au studia humanitatis, soit majoritairement les langues et les civilisations anciennes. Donc, au fond, ce que fait Pétrarque et par la suite les autres humanistes, ils sont en train d'affirmer leur préséance dans le champ culturel contre les autres instances de légitimité symbolique, à commencer par les théologiens, qui eux s'occupent de l'étude de Dieu, des textes sacrés, etc., etc. Alors que eux, ils affirment justement que ce qui était le plus grand, c'était l'Antiquité, donc le paganisme, et que ce qui a été le moins entre l'Antiquité et eux, finalement, c'est une époque barbare. Or, c'est l'époque où l'Église a totalement dominé la vie culturelle. Donc, il s'agit de ce que Bourdieu appelle un coup au sens d'un positionnement tactique et stratégique dans le champ culturel pour reconfigurer la hiérarchie et l'articulation de ce champ culturel. Donc, en disant, le plus important, c'est d'étudier l'Antiquité et non pas d'étudier la théologie, etc. Parallèlement, s'y affirme une réaction proto-nationaliste des cités-États italiennes contre l'hégémonie culturelle française, qui, elle, la France, qui était la grand pays en termes de population, de richesse, etc., au Moyen-Âge, et qui avait produit 3 vecteurs contre lesquels s'opposent les cités indépendantes italiennes, à savoir la théologie et la philosophie scolastique, l'architecture, sculpture, peinture gothique, dite gothique, et la féodalité. Et donc, les Italiens, qui sont en train de contester globalement ces 3 choses-là, elles s'affirment par un retour à la gloire de leurs origines nationales, c'est-à-dire Rome, la Rome antique. Et l'Italie se revendique tout à coup de la Rome antique. Et Burke écrit, en Italie, les modèles français du gothique, de la chevalerie et de la scolastique avaient pénétré moins profondément que dans d'autres régions de l'Europe. La scolastique était une tare venue, des universités comme Bologne et Padoue enseignaient pas la théologie, mais le droit, les arts et la médecine. Les cités italiennes, dont beaucoup étaient autonomes depuis le XIe siècle, avaient créé une culture différente du reste de l'Europe. Elle était laïque et non ecclésiastique, civile et non militaire. Et c'est ça aussi l'originalité profonde de la Renaissance italienne, c'est qu'elle vient aussi d'une originalité socio-économique et politique. En réalité, écrit Nordstrom dans Moyen-Âge et Renaissance, ce nom de Renaissance sanctionne l'idée que les Italiens de cette époque eux-mêmes se faisaient de la valeur et de la portée de leur civilisation. Cette conception portait l'empreinte de l'attitude traditionnellement supérieure et souvent dédaigneuse qu'affectaient les Italiens à l'égard des barbares vivant au-delà des Alpes et d'une conscience de sa propre valeur. En fin de compte, elle tend à établir ceci. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe dénuée de toute civilisation aurait vécu une vie affreusement illusoire de ténèbres et de déchéance. L'Italie,
qui, pendant la lutte des communes contre la domination allemande, avait pris conscience d'elle-même en tant que nationalité, a su mettre fin à cette nuit millénaire en réveillant la culture antique et en renouant avec le glorieux passé du pays, les traditions violemment interrompues par l'invasion des barbares. Donc, dans les différents domaines de la culture italienne, chacun des hommes de premier plan devenait en quelque sorte le régénérateur des arts et des sciences, disparus et ensevelis depuis des siècles. Avec Cimabue et Giotto, donc là, ici, nous avons de Giotto la Lamentation du Christ, 1305, donc vraiment les tout débuts du XIVe siècle, alors qu'on est en plein Moyen-Âge ailleurs en Europe. Et et on peut comparer, par exemple, avec une lamentation beaucoup plus inspirée donc de modèles antiques du côté byzantin. Donc l'influence aussi de le trafic marchand entre l'Italie et l'Empire de Byzance, qui était le seul qui restait encore héritier de l'Empire romain antique. Donc Cimabue et Giotto ont voyé ressusciter la peinture antique. Nicolas de Pise insufflait une vie nouvelle à l'art oublié de la sculpture, et là nous avons la fortitude de Nicolas de Pise, en 1260, au XIIIe siècle. On est vraiment dans le Moyen-Âge absolu un peu partout. Mais au même moment, on a quelque chose de très différent du côté du gothique français, c'est le célèbre Ange au sourire. Et au fond, ce que les Italiens sont en train de faire, c'est de dire que c'est Nicolas de Pise qui réinvente complètement, qui ressuscite l'Antiquité. Et pour eux, la peinture, la sculpture gothique, etc., c'était au contraire une sorte de décadence. Alors évidemment, pour les historiens de l'art, par la suite, contemporains, etc., c'est une erreur que de penser qu'il y a un modèle qui est forcément plus esthétique, plus noble que l'autre. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Nicolas de Pise est en train de récupérer les représentations, notamment d'Hercule, de la sculpture grecque et latine, mais ce n'est pas forcément plus pionnier ou avancé ou réussi que ce qu'était en train de faire le sculpteur anonyme de la cathédrale de Reims, qui lui aussi s'inspirait un peu de ce qui restait de sculpture, puisqu'on faisait feu de tout bois. Les sculpteurs s'intéressaient, comme toujours, à des formes qu'ils trouvaient, mais il y avait beaucoup moins d'archéologie, d'exploration, d'exposition à l'Antiquité. C'était évidemment les Italiens qui avaient le plus de restes un peu partout dans leur ville, etc., de ce qui restait de l'époque romaine. Donc là, ce qu'on voit illustré, c'est vraiment deux manières très, très différentes d'envisager la sculpture. Et donc, pour les humanistes italiens, l'une était du côté des barbares et des ténèbres, et l'autre était du côté de la Renaissance, des formes antiques. Mais c'est bien plus compliqué, comme vous le voyez. Donc, Nicolas de Pise insufflait une vie nouvelle à l'art oublié de la sculpture, ce qui était faux. Brunelleschi revenait à la véritable architecture, on va le voir tantôt, l'architecture antique négligée pendant tant de siècles. Sous l'action de Pétrarque et des autres humanistes marchant à sa suite, la vieille langue latine renaissait dans sa force et sa pureté après une période incalculable de profonde déchéance. Avec eux, la science grecque redevenait un élément de vie pour la culture occidentale. Dans ses biographies d'hommes célèbres qui furent extrêmement répandues, Paolo Giovio, le
polygraphe peut-être le plus influent du XVIe siècle italien, désigne le XIVe comme le Felix Seculum, donc le siècle heureux, où, avec Pétrarque, la littérature latine ressuscita, je cite, des tombes gothiques au fond desquelles elle était, depuis de longs siècles, misérablement ensevelie. Paroles que l'on retrouve constamment répétées au siècle suivant. Donc, Giotto pour la peinture, Nicolas de Pise, la sculpture, Brunelleschi, le Duomo, donc le dôme de Santa Maria del Fiore de 1420, et vous voyez l'opposition aussi très forte avec la célèbre cathédrale de Notre-Dame, un siècle plus tôt, donc bâtie à Paris. Et là, on voit vraiment le retour de formes antiques comme la forme du dôme elle-même, qui a été un véritable prodige architectural. Il y a d'ailleurs quelques documentaires sur YouTube que vous pouvez voir sur comment le dôme fut construit. C'est assez impressionnant. Et puis Pétrarque et Laura de Nove, donc sa célèbre, son amour qui l'inspire dans son canzoniere, etc. Donc ici peint par un peintre anonyme du XVe siècle, bien après la mort de l'un et de l'autre, mais qui montre déjà ce statut très mythique, culte, on dirait, de Pétrarque et de ce couple donc assez mythique qu'est Pétrarque et Laure. En accord avec cette conception qui négligeait de faire ressortir que c'était précisément grâce aux barbares que la littérature antique se trouvait conservée dans une si vaste mesure, les humanistes italiens voyaient en leurs propres efforts une œuvre nationale d'affranchissement. Donc il y a une dimension nationaliste italienne, alors que l'Italie va mettre longtemps à exister parce que ça va rester très fragmentaire jusqu'au XIXe siècle. Avec l'Allemagne, ça va être un des derniers pays européens qui va s'unifier. Mais il y a déjà un mouvement proto-nationaliste, dans un sens un peu plus ancien, évidemment, que le nationalisme du 19e, moderne. C'est ainsi qu'imbu d'un patriotisme chimérique, écrit Nordstrom, l'Italie finit par répudier toute solidarité avec la culture transalpine. Marcille Ficin, l'âme de l'Académie platonicienne des Médicis à Florence, reflète d'une manière caractéristique l'opinion générale des humanistes lorsqu'il dit de son temps « C'est à n'en point douter un siècle d'or qui a rendu à la lumière les sciences libérales presque éteintes, grammaire, poésie, éloquence, peinture, architecture, sculpture, musique, et tout cela à Florence. » Et plus tard, Machiavel proclame en une formule analogue la fierté qu'il éprouve d'appartenir à un pays qui semble créé pour ressusciter des cadavres, comme nous l'avons vu pour la poésie et la peinture. C'est intéressant toujours cette image des morts vivants, etc., que Michelet lui-même va reprendre donc bien plus tard. Ironiquement, cette vision, elle va être adoptée par les autres pays européens lors de leur adoption de la Renaissance italienne. Alors ça, c'est assez curieux, singulier, paradoxal, c'est que quand les pays vont adopter, comme la France, quand ils vont adopter la Renaissance italienne, au fond, ils vont adopter aussi cette vision de l'histoire. Au fur et à mesure que la culture italienne franchit les Alpes et répand son influence en Europe, on voit se propager en même temps cette malheureuse légende d'une ère des ténèbres précédant l'entrée sur scène du monde de l'Italie, puissance civilisatrice héritière de Rome, écrit Nordstrom. Ébloui par le classicisme italien, on oubliait, on niait, on réduisait à rien la culture médiévale de son propre pays. La renaissance des lettres, Palingenesia Literarum, par les Italiens, devient un dogme universellement reconnu. Dès lors, la Renaissance annoncée par Pétrarque, conceptualisée 6 siècles plus tard par Michelet, peut être réellement ce temps nouveau, temps des nouveautés, proclamé par le bon et docte géant Gargantua dans la lettre célèbre écrite d'Utopie à son fils Pantagruel, qui figure au chapitre 8 du Pantagruel, publié en 1532. Le temps de ma jeunesse était encore ténébreux,
et sentant l'infélicité et calamité des Goths qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Mais par la bonté divine, la lumière et dignité a été de mon âge rendue aux lettres, et j'y vois tel amendement que de présent, à difficulté, je serai reçu en la première classe des petits Grimaud. Et ça, bon, c'est un jeu de Rabelais. Il dit au fond que on a tellement progressé dans les lettres que même quelqu'un comme celui qui écrit, Gargantua, qui a pourtant reçu une éducation, etc., il serait moins intelligent et cultivé que les tout petits enfants, puisqu'on a tellement avancé dans les connaissances que les enfants maintenant connaissent même mieux que les anciens érudits. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées, grecque, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savant, hébraïque, chaldaïque, latine. Les impressions tant élégantes et correctes en usage qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine, comme à contrefil l'artillerie par suggestion diabolique. Et là, ça va être aussi une opposition qui va être très souvent reprise, que à la fois on a redécouvert l'Antiquité, mais aussi la création du monde moderne emmène l'horreur moderne de l'artillerie et de la nouvelle façon de faire la guerre. Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples, et m'est avis que ni autant de Platon, ni de Cicéron, ni de Papinien n'était telle commodité d'étude qu'on y voit maintenant. C'est-à-dire que on peut maintenant étudier, il y a plus de livres que jamais dans l'histoire, dit Rabelais au XVIe siècle, et c'est beaucoup plus facile d'étudier qu'au temps même de l'Antiquité. Et ne se faudra plus dorénavant trouver en place ni en compagnie qui ne sera bien poli en l'officine de Minerve. Je vois les brigands, les bourreaux, les aventuriers, les palefreniers de maintenant plus doctes que les docteurs et prêcheurs de mon temps. Là aussi, côté satirique de Rabelais, qui dit que même les brigands et les bourreaux sont plus cultivés maintenant que les théologiens d'avant. Donc là, encore une fois, toujours dans cette polémique contre la scolastique et contre les théologiens de Rabelais. Que dirais-je? Les femmes et les filles ont aspiré à cette louange et manne céleste de bonne doctrine. Et là aussi, cet aspect qu'il considère que pour la première fois, les femmes aussi accèdent à ces savoirs. C'est pourquoi, mon fils, je t'admoneste que tu emploies ta jeunesse à bien profiter en études et en vertu. C'est donc la lettre qu'écrit le géant Gargantua à son gigantesque fils Pantagruel, l'enjoignant à incarner cette époque resplendissante des Lumières, de la Renaissance, où on peut à nouveau, et plus qu'à jamais auparavant, avancer dans les connaissances. Donc la notion de Renaissance, on le voit, on l'avait déjà annoncé, mais on le voit ici à l'œuvre, articule un triple mouvement. À la fois, c'est une périodisation de l'histoire, européenne, sinon globale, un mouvement culturel, voire une véritable révolution culturelle, et un mythe, celui du renouveau, voire de la résurrection, après les ténèbres. Or, chacun de ces éléments intimement liés pose divers problèmes, à commencer par l'opposition fondatrice à un autre fantasmatique, le Moyen-Âge, qui va provoquer, dès la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelait une révolte des médiévistes, le terme de Wallace Ferguson, insurgés contre cette vision. Ainsi, dès 1885, Henry Todd remonte au XIIe siècle pour expliquer l'origine et la nature de la Renaissance à partir de la figure de saint François d'Assise. Dans son livre, François d'Assise et le début de l'art de la Renaissance en Italie. Donc ici, vous avez justement un tableau de Giotto sur saint François, donc qui prêche aux oiseaux, qui parle aux oiseaux. Donc, autour de saint François d'Assise, il y aurait eu une religiosité plus libre et dégagée de dogmatisme qui définissait une attitude nouvelle en face de la nature, envisagée dorénavant comme une révélation visible du divin. C'est dans ce sentiment mystique de la nature que résiderait la condition nécessaire de l'art nouveau.
Donc, entre Giotto, qui est presque contemporain de, de la Révolution franciscaine, et Raphaël, se manifesterait un développement ininterrompu qui porterait l'empreinte profonde du prédicateur d'Assise. C'est là une vision tout aussi biaisée, qui tente de faire de l'humanisme non pas une machine de guerre néo-païenne contre le christianisme médiéval, comme chez Michelet, Burckhardt ou d'autres, mais au contraire un phénomène profondément religieux et chrétien. Et donc vous voyez qu'autour de la Renaissance, de la notion même de Renaissance, il y a énormément d'enjeux idéologiques qui se jouent et confessionnels. En 1927, Charles Haskins publie un livre qui fera date, intitulé de manière polémique « La Renaissance du XIIe siècle ». Et je cite, « Le XIIe siècle en Europe a été, à bien des égards, une époque de vie fraîche et vigoureuse. L'époque des croisades, de l'essor des villes et des premiers états bureaucratiques de l'Occident, a vu l'apogée de l'art roman et les débuts du gothique, l'émergence des littératures vernaculaires, c'est-à-dire dans les langues issues du latin, comme le français, l'espagnol, l'italien, etc., la renaissance des classiques latins, de la poésie latine et du droit romain, la récupération de la science grecque, avec ses ajouts arabes, et d'une grande partie de la philosophie grecque, et l'origine des premières universités européennes. Le XIIe siècle a laissé sa signature sur l'enseignement supérieur, sur la philosophie scolastique, sur les systèmes de droit européens, sur l'architecture et la sculpture, sur le drame liturgique, sur la poésie latine et vernaculaire. Donc, au fond, ce que Haskins est en train de dire, la véritable Renaissance, c'est au Moyen-Âge que ça se passe. C'est au XIIe siècle et non pas… il n'est pas en train de dire nécessairement qu'il n'y a pas eu une autre Renaissance ensuite, 2 siècles plus tard en Italie, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a eu une première Renaissance qui, elle, est totalement médiévale. Et 2 ans après, Nordstrom publie justement Moyen-Âge et Renaissance, où il affirme « Dès à présent, on commence à distinguer nettement les contours puissants d'un ensemble culturel européen où la Renaissance italienne n'apparaît plus que comme une forme particulière, nationalement et chronologiquement délimitée, d'une plus vaste évolution. Le terme Moyen-Âge est une appellation complètement dénuée de sens qui désigne une période millénaire comprenant des phases de contraste violents et dont la dernière partie est de plus en plus considérée à juste titre comme l'époque la plus importante dans la genèse de notre civilisation. Quant à la dénomination Renaissance, avec tout ce qu'elle comporte de préjugés historiques, réveil de l'Antiquité, apparition de l'individualisme, découverte de la nature et de l'homme, elle apparaît de plus en plus inexacte. Ce débat va continuer jusqu'à nos jours. Les spécialistes du Moyen-Âge ont, depuis, fait valoir les continuités qui marquent la période dite de la Renaissance au singulier, peut-être bien plus forte que les ruptures. Pour défendre la réputation intellectuelle de ces siècles injustement considérés comme obscurs, ces historiens multiplient les renaissances, au pluriel, au cours du millénaire médiéval, donc 1000 ans de Moyen-Âge, pour prouver que la culture classique n'a jamais véritablement disparu d'Occident, notamment donc cette renaissance du XIIe siècle. Surtout, ils invitent à ne pas adopter sans esprit critique le jugement humaniste sur le savoir médiéval et à ne pas opposer de façon mécanique les nouveautés et les héritages. Dans Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches, le célèbre médiéviste Jacques Le Goff, 2013, donc il y a 8 ans, débute son ouvrage, qui est une sorte de testament aussi, de toute une longue carrière consacrée à l'étude du Moyen-Âge. Le Goff débute son ouvrage par une définition de la périodisation historique, qu'il voit comme une action de maîtrise du temps qui n'est jamais neutre, car elle est toujours liée ou conditionnée par des positionnements politiques, des idéologies dominantes, des conceptions philosophiques. C'est-à-dire que la périodisation relèverait toujours, plus ou moins, d'un certain jugement de valeur. Nos périodes de l'histoire, elles sont vraiment marquées par
des jugements de valeur implicites. Nous l'avons vu pour Moyen Âge, donc carrément l'âge du milieu, l'âge des ténèbres, etc. Nous le voyons pour Renaissance, l'âge de la résurrection, etc. À l'initiative des humanistes italiens, le Moyen Âge devient justement la première période historique à être définie en tant que telle, mais à contrario, c'est-à-dire comme le négatif nécessaire d'une idéologie de rénovation et de renaissance. Michelet intronise cette vision polémique et polémologique dans le nouveau paradigme du romantisme et de l'historicisme romantique. Et elle devient ensuite une véritable récit des origines pour la modernité. Et on va parler de début de la modernité avec la Renaissance. Or, Le Goff va tenter de démontrer dans cette œuvre, donc écrite un an avant sa mort, que tous les caractères généralement utilisés pour définir la Renaissance ne sont en réalité que la Renaissance de structures déjà existantes. Je cite, « Les penseurs de la Renaissance affirment que le Moyen-Âge avait ignoré les auteurs antiques, ce qui est contredit par l'utilisation fréquente des auteurs païens par les écrivains du Moyen-Âge. » Pour ne citer qu'un exemple, il cite la distinction entre les arts libéraux et les arts mécaniques, qui va être très importante, et que le Moyen-Âge avait repris. De même, malgré un prétendu retour au latin des auteurs du XVe siècle, le latin, il existe toujours, du 6e jusqu'au 14e, et il est utilisé, bien qu'il ait subi des mutations. Pourquoi? Parce qu'il est resté une langue vivante, alors que finalement, le paradoxe, c'est que les humanistes, ils vont vouloir revenir au latin parlé par Cicéron, etc., il y a 16 siècles. Et c'est là où le latin va, au fond, devenir une sorte de langue morte. Parce qu'ils disent, oui, il faut le renouveler, mais en fait, la langue, elle vit parce qu'elle est parlée. Et eux, finalement, ce qu'ils veulent, c'est revenir à un état de la langue qui était l'état de la langue écrite du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. De même, la Renaissance serait une époque d'éveil de la raison. Pourtant, dit Le Goff, les clercs médiévaux faisaient fréquemment appel à la ratio qui distingue pour eux la nature humaine de la nature animale. Chenu montrait déjà que la rationalité a toujours plus investi la théologie, progressivement, de plus en plus, au point de l'élever au rang de science. Le système de pensée de l'homme microcosme est une manière de rationalisme humaniste. Et d'ailleurs, Le Goff parle de humanisme du XIIe siècle. L'homme n'est pas un simple subordonné. Déjà au Moyen Âge, il acquiert une valeur centrale, puisque selon cet humanisme, l'homme est au centre de la création et participe pleinement au plan de Dieu. Cet humanisme s'oppose ainsi à la thèse de saint Grégoire, selon laquelle l'homme ne serait qu'un accident, un ersatz de Dieu pour remplacer les anges déchus. Là, nous voyons une belle enluminure représentant le jardin d'Éden, au XVe siècle. Le XVIe siècle serait également un siècle d'éveil de la sensibilité esthétique. Pourtant, le Moyen-Âge était déjà mu par le sentiment du beau et le désir de l'exprimer, de le créer et de l'offrir à Dieu et à l'humanité. L'enluminure en est un exemple, l'art gothique également, ainsi que le transfert de fonctions du château fort en château de plaisance, ou encore la végétalité de l'art médiéval qui donne à chacun le sentiment d'être né avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden et de ne pas l'avoir quitté. Et là, on penserait que Le Goff est en train de carrément penser à cette représentation donc anonyme et déjà très belle. Et là aussi, on a donc ces illustrations. Alors, on est à l'époque, on est au XVe siècle. Beaucoup diront qu'il y a déjà de la Renaissance dans ces représentations. Mais en fait, elles s'inscrivent dans une tradition qui est plutôt celle de l'enluminure médiévale. Et elles appartiennent à des aires culturelles qui n'ont pas encore connu
la Renaissance comme telle. Par exemple, ce document, ce manuscrit donc, du roman de la Rose français, œuvre médiévale, enfin qu'on peut dire médiévale, et où on voit qu'effectivement, euh, le, le, le goût pour la peinture, pour la représentation des formes humaines, etc., elle n'est pas née de toutes pièces avec les Italiens. Ces remarques constituent donc pour Le Goff une démonstration pour la défense de ce qu'il appelle un long Moyen-Âge, qui aurait donc duré et qui engloberait une partie de la Renaissance. Elles sont le témoin qu'il n'existe pas de rupture fondamentale qui légitimerait la constitution d'une période à part entière. Il justifie ce long Moyen-Âge principalement par l'atténuation de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Entre autres arguments, l'auteur avance que la navigation hauturière n'est pas une révolution du 15e, 16e, mais existait dès le 13e siècle et que les principales répercussions de cette découverte, comme la naissance des États-Unis en 1778 ou la libération des États coloniaux espagnols en 1810, ne se feront ressentir que bien plus tard. De même, le champ de la pensée économique ignore la rupture de la Renaissance. L'histoire de l'alimentation, par exemple, est rythmée par les famines jusqu'au XVIIIe siècle. Et on peut voir l'article de Léopold Blaise, la Renaissance existe-t-elle, nécessité limite de la périodisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la Renaissance du point de vue économique? Est-ce qu'il y a vraiment eu une période complètement différente à ce qui précède? Pour Talon, ces critiques bienvenues du concept même de Renaissance conduisent à repenser cette période, à l'analyser dans toutes ses composantes et non seulement pour ce qu'elle annoncerait ou initierait. Renoncer à y chercher la genèse de notre modernité suppose de rompre avec une histoire téléologique, c'est-à-dire une histoire qui suit un plan préétabli et qui a fait de la Renaissance une étape essentielle dans la lente émergence des valeurs de notre monde actuel. Une telle rupture n'est pas facile, compte tenu du poids des mythes historiques autour de cette période. Elle peut en outre conduire à une erreur inverse qui privilégierait dans la Renaissance ses aspects les plus étranges, les plus médiévaux, quitte à faire de quelques exemples marginaux une sorte de règle. Or, on ne peut réduire l'Europe de la Renaissance à un seul courant intellectuel, artistique, religieux, pas plus qu'on ne peut l'enfermer dans un seul schéma d'évolution politique, économique ou sociale. La Renaissance a pu prétendre tailler dans un héritage culturel particulièrement divers et complexe, mais au lieu de le simplifier, ces innovations se sont plutôt ajoutées au système qu'elles prétendaient supplanter. Il ne s'agit pas, enfin, de noyer cette période dans un temps long des sociétés européennes où elle perdrait toute spécificité. Mais ces spécificités doivent être étudiées en évitant de les considérer systématiquement soit comme des ruptures avec le passé fondatrices de notre modernité, soit comme des anomalies anachroniques tout au plus pittoresques. Donc, vous voyez qu'il y a un double travail ici à faire, qui est d'un côté de comprendre l'intégralité de la période, les complexités et contradictions, le fait que dans cette même période, il y a à la fois des choses qui survivent du passé, qu'il soit médiéval, antique, etc., à la fois des choses nouvelles qui émergent, donc il y a des nouveautés techniques, etc., etc., et des sortes d'hybrides, des choses anciennes qui changent de fonction, qui deviennent nouvelles, etc. Enfin, on peut se demander de quelle Renaissance on parle selon les différents groupes sociaux qui connaissent des chronologies fort diverses. Ainsi, en 1977, l'historienne Joanne Kelly se posait la question: les femmes ont-elles eu une renaissance? Et vous trouvez l'article en ligne. Je cite: l'une des responsabilités de l'histoire des femmes est d'interroger les schémas de périodisation communément admis. Prendre l'émancipation des femmes comme angle d'analyse, c'est découvrir que les événements ayant permis l'avancée historique des hommes, en les libérant des contraintes naturelles, sociales ou idéologiques qui pesaient sur eux, ont souvent eu des effets différents, voire opposés sur les femmes.
La Renaissance constitue à cet égard un parfait exemple. Entre les années 1350 et 1530 environ, l'Italie était considérablement en avance sur le reste de l'Europe en raison de la consolidation précoce sur son sol de véritables États, de l'existence d'une économie mercantile et manufacturière permettant de vivre ces dix États, et de l'élaboration de relations sociales échappant aux féodalités et aux corporations. Ces évolutions contribuèrent à réorganiser la société italienne selon les canons de la modernité et ouvrir la voie aux formes d'expression sociale et culturelle caractéristiques de l'époque. Toutefois, écrit John Kelly, ces mêmes évolutions furent préjudiciables aux femmes, à tel point qu'il n'y a pas eu de renaissance pour les femmes, du moins pas durant la Renaissance. L'État, la naissance du capitalisme et les relations sociales qui en ont découlé eurent une incidence contrastée sur les quotidiens des femmes de la Renaissance selon leur position dans la société. Ce qui est frappant cependant, c'est que les femmes, comprises en tant que groupe, particulièrement au sein des catégories dominantes de la société urbaine italienne, virent leurs opportunités sociales et individuelles se réduire, une perte que les hommes de conditions équivalentes ne connurent pas dans le cas de la bourgeoisie, ou moins dans le cas de la noblesse. Alors, le débat reste complexe parce que depuis, il y a quantité d'historiennes qui se sont intéressées au statut des femmes, à la Renaissance, etc., etc. Et bon, l'article était aussi un peu péremptoire dans cette affirmation. Il y a eu des avancées aussi pour certaines catégories, dont notamment les plus huppées économiquement, socio-économiquement, bien évidemment, mais pour avoir une vision plus contemporaine du débat. Donc, c'est, comme je vous l'avais dit pour la bibliographie, le livre de Madeleine Lazare, par exemple, Les avenues de Fémini, Les femmes et la Renaissance, et plusieurs autres qui se sont intéressés à ces questions. C'est une question qui se pose aussi pour le traitement des classes populaires et pour les marginaux. Et Bronislas Geremek, dans un livre fascinant qui s'appelle Les fils de Caïn, écrit « L'équilibre de la fonction de la misère à l'intérieur de la société médiévale, qui était essentiellement basé sur le fait que l'Église devait s'occuper des pauvres, des démunis, etc., cet équilibre se rompit lorsque la misère prit une dimension de masse. Entre les deux crises économiques qui frappèrent l'Europe, celle de 1480 et celle de 1525. Les pauvres et les vagabonds commencent alors à faire peur, comme jamais ils ne l'avaient fait au Moyen Âge. L'éthos du travail accompagne la promotion de l'État moderne, désireux d'affirmer concrètement sa propre influence sur la vie sociale. Parallèlement, avec le Concile de Trente, à la moitié du XVIe siècle, le programme de la contre-réforme catholique, qui exalte le travail et condamne l'oisiveté et le vagabondage, parlera le même langage que la raison d'État et que la bourgeoisie protestante. La marginalité apparaît alors comme le coût social de la modernisation, comme partie intégrante des processus d'accumulation primitive du capital. La naissance de la société moderne s'est accompagnée d'une brutale détérioration des relations humaines. Ce processus est accompagné d'une vaste production littéraire concernant les mendiants, corrélation et synchronie historique entre le sort de la littérature dite de gueuserie, des gueux, ou picaresque en Espagne et ailleurs, et la montée du paupérisme en tant que phénomène social. Et c'est ce que Guérémec analyse dans Les Fils de Caïn. Il analyse comment on commence à créer des personnages de marginaux, de brigands, de pauvres, etc., etc. Et que la littérature constitue, je cite, une sorte de miroir qui, d'une part, reflète les réalités de ces milieux marginaux et, d'autre part, offre une image générale des attitudes idéologiques et des comportements sociaux vis-à-vis des milieux marginaux. Donc, il y a un double jeu. Comme vous voyez, c'est plus complexe. Ce n'est pas juste réaliste, un reflet de la vie des pauvres et des marginaux. C'est dans ces textes écrits par des gens qui ne sont pas des marginaux, décrit aussi une certaine altérité et aussi une vision extérieure de ça, prenant souvent l'allure d'un reportage ethnologique. Enfin, la question se pose bien entendu pour l'ensemble des populations colonisées
quelle a pu être donc la Renaissance pour ces populations. Et je vous renvoie par exemple au livre de Walter Mignolo, The Darker Side of Renaissance, Literacy, Territoriality and Colonization. Bien, donc nous avons vu un peu les complexités autour de la notion, qui est essentielle quand même quand on veut parler de Renaissance, de se poser cette question. Et nous allons voir dans les prochaines capsules euh, plus concrètement les périodisations, les visions donc, qu'on a pu avoir de ces phénomènes eux-mêmes. Merci.